Merci beaucoup, Marie. Le jour viendra où les personnes comme moi regarderont le meurtre des animaux comme elles regardent aujourd'hui le meurtre des êtres humains. Ces paroles auraient pu être de moi ou de n'importe qui d'entre nous ici rassemblés aujourd'hui pour cette grande et noble cause qu'est la libération animale. Toutefois, elles ont été prononcées il y a plusieurs siècles par un homme en avance sur son temps, un visionnaire dont le génie s'est manifesté par diverses inventions technologiques avant-gardistes et par le portrait d'une femme dont le regard mystérieux est devenu l'un des plus célèbres au monde. Aujourd'hui, 5 siècles après Léonard de Vinci, il y a des personnes partout dans le monde qui regardent le meurtre des animaux comme on regarde le meurtre des êtres humains. Nous ne sommes peut-être pas des génies comme lui, toutefois serions-nous tout aussi visionnaires en ce qui concerne la condition des animaux et leur libération future. Nous sommes rassemblés afin de manifester notre opposition à l'exploitation des animaux par l'être humain. Cette exploitation prend diverses formes, souvent insidieuses, hypocritement camouflées au plus profond de nos habitudes les plus ordinaires. Aujourd'hui, nous manifestons particulièrement contre la forme d'exploitation qui est responsable de la souffrance du plus grand nombre d'animaux. Il s'agit de l'exploitation dont sont victimes les animaux de consommation, une exploitation qui résulte inévitablement de la souffrance. La capacité que possèdent les animaux de souffrir, physiquement, mais aussi psychologiquement, n'est plus remise en question de nos jours. Le nombre important de publications scientifiques sur le sujet de la souffrance animale, particulièrement les animaux de consommation, offre une réponse non équivoque à ceux qui pourraient encore la remettre en question. Toutefois, ce n'est peut-être pas dans cette reconnaissance qu'ont les animaux de souffrir que réside le plus grand défi moral de notre civilisation. Un grand pas doit maintenant franchir, c'est l'acquisition de la conviction que l'exploitation des animaux de consommation constitue des causes majeures de souffrance imposées aux animaux par les êtres humains. La souffrance des animaux de consommation est de nature et d'intensité variable selon les différents élevages, selon les localisations géographiques, selon les espèces. Par souci de concision, je ne ferai pas le détail, ça prendrait beaucoup de temps. Mais de manière globale, la souffrance peut être présente sous une forme ou sous une autre, dès la naissance, et perdurer jusqu'à l'abattage, en passant par toutes les intermédiaires du processus de production. Bien sûr, toutes les souffrances ne sont pas présentes dans tous les types de production animale. Aucun système n'en est complètement exempt. Certaines personnes tentent de minimiser l'ampleur du phénomène en tenant pour responsables certains individus aux activités malveillantes, des actes sadiques qui ne corespondraient pas à la norme. Il s'agit d'un raisonnement de peur, car les actes de cruauté malveillante, volontaires et conscientes, commis par certains de l'industrie et fréquemment rapportés dans les reportages, cela ne constitue pas l'unique source de souffrance. À côté de ces actions, isolées ou pas, mais punissables par la loi, une loi insuffisamment sévère et insuffisamment mise en application. À côté de cela, de nombreuses souffrances physiques et psychologiques endurées par les animaux de consommation ne sont pas le résultat malveillant, mais tout simplement des pratiques standards de l'industrie. Certains acteurs de l'industrie s'enorgueillissent de leur politique en matière de bien-être animal, visant à contrôler les mutilations, visant à contrôler les actes malveillants. Bien que ces politiques représentent un progrès indéniable en matière de cruauté animale, il ne faut surtout pas se laisser aveugler et abaisser notre vigilance. Les mutilations courantes et les actes malveillants sont loin d'être les seules causes de souffrance endurées par les animaux de consommation. En dépit des mesures louables et réelles mises en œuvre afin de limiter ces souffrances, il est illusoire de croire que ces dernières seront un jour abolies, tout comme il est illusoire de croire qu'un jour la criminalité sera réduite à néant, ou peut-être il est illusoire de croire qu'un jour 100% de la population humaine sera entièrement végane. Il faut être réaliste, mes amis.
Ces politiques n'aboliront jamais la souffrance sous toutes ses formes. Par conséquent, la lutte pour la libération animale doit continuer. Elle reste pertinente. Nous sommes ici rassemblés dans le cadre de la marche internationale pour la fermeture de ces lieux de souffrance et de terreur que l'on appelle les abattoirs. Toutefois, il est important de réaliser que ces lieux où sont réalisés des génocides perpétuels ne représentent qu'une étape parmi toutes les autres durant lesquelles les animaux peuvent souffrir grandement. Cette étape constitue la fin du parcours, quel que soit le système dans lequel les animaux sont, car il n'existe pas des abattoirs pour les élevages traditionnels, des abattoirs pour les élevages industriels intensifs. La fin est la même pour tous, tout aussi cruel dans un système que dans l'autre. Mais indépendamment de la méthode d'abattage, il est impossible de garantir l'absence de souffrance physique et psychologique lors du processus. C'est en grande partie le résultat de l'automatisation de la mise à mort à grande vitesse. À la vitesse vertigineuse de défilement des chaînes d'abattage, il est impossible d'individualiser les mises à mort. Et pourtant, lorsqu'on met fin à la vie d'un animal compagnon, plusieurs d'entre nous ont eu à vivre cette douloureuse. Qu'est-ce qui se passe? La mise à mort est encadrée, idéalement, et la cessation des fonctions vitales est vérifiée avant de disposer de la dépouille. Même les pires criminels condamnés à la peine capitale ont droit à ce traitement. Il est donc tout à fait légitime de se demander pourquoi les choses sont-elles si différentes lorsqu'il s'agit des animaux de consommation. Il est tout à fait légitime de se demander pourquoi ces animaux n'ont pas droit à une fin décente, en supposant que cette triste fin, quelle que soit sa qualité, soit moralement justifiable. Malheureusement, un système où la mise à mort serait individualisée ne serait pas viable d'un point de vue économique. Cela baisserait beaucoup la productivité, cela augmenterait le coût de la viande, tout en faisant diminuer la quantité produite. Encore une fois, s'il était nécessaire de le démontrer, cela confirme que le bien-être est souvent perdant lorsqu'il s'agit du combat qui l'oppose à la rentabilité économique. Comment peut-on prétendre que l'on prend des mesures pour améliorer le bien-être des animaux de consommation quand bien souvent celui-ci n'existe pas? Il y a des normes, bien sûr, de bien-être, si on peut utiliser cet euphémisme. Toutefois, ces normes sont nettement insuffisantes et ont pour but d'atténuer les souffrances dans les limites du possible et de ce qui est acceptable pour la rentabilité économique. Ces normes de bien-être animal n'aboliront jamais la souffrance des animaux de consommation. Mais encore faudrait-il que ces normes soient rigoureusement et universellement respectées et mises en application. La souffrance psychologique des animaux de consommation, tout comme leur souffrance physique, n'est pas un mythe. Nous avons la chance d'avoir parmi nos rangs une inspectrice qui a été témoin en première ligne de certains aspects de cette terrible réalité et de l'impuissance flagrante de ces normes de bien-être. Non, cette souffrance n'est pas un mythe. Le jour viendra où les personnes comme moi regarderont le meurtre des animaux comme elles regardent aujourd'hui le meurtre des êtres humains, a dit un homme très en avance sur son temps il y a 5 siècles de cela. Permettez-moi de faire une petite mise à jour de cette citation célèbre. Mes amis, le jour est venu où des personnes comme vous et moi regardent le meurtre des animaux comme elles regardent le meurtre des êtres humains. Tous unis, ici et à travers le monde, faisons donc en sorte qu'il ne s'écoule pas encore 5 siècles avant que cette pensée ne soit devenue universelle. Le mouvement pour la libération animale, bien que sans cesse grandissant, est peut-être encore considéré par certains comme marginal. Néanmoins, sachez ceci. L'initiation des grands mouvements sociaux de notre histoire n'a jamais attendu l'unanimité, ni même la majorité. S'il avait fallu attendre l'unanimité pour militer farouchement, par exemple, contre l'esclavage, je me demande où nous en serions aujourd'hui. Mais une chose est certaine, le visage de notre civilisation serait très différent.
Alors, mes amis, soyons les voix des sans-voix. Soyons les porteurs de ce message d'amour et de compassion pour l'amour et l'amour des humains. Merci.